Kinshasa en République démocratique du Congo, bienvenue à cette nouvelle édition d'actualité. Donc voici les principaux titres. CHAN Rwanda 2016, les léopards de la RDC sont tombés ce lundi face aux lions indomptables du Cameroun 3-1. Qu'à cela ne tienne, la RDC est qualifiée pour les quarts de finale où elle affrontera le Rwanda, pays hôte. Et ce sera donc ce samedi. Comment se présente cette rencontre, nous en parlerons avec Jean-Luc Kaninda. Justice avec l'ouverture ce lundi à Goma dans le Nord Kivu du procès des présumés auteurs de l'attaque de l'aéroport international de Goma la nuit du 1er juin au 2 juin 2015. Le procès est renvoyé à une date ultérieure et pour cette première journée, il s'est agi de l'identification nominale de tous les prévenus. Violence sexuelle, la capitale congolaise se trouve en tête d'une série d'enquêtes menées à travers le pays par le bureau de représentation personnelle du chef de l'État en matière des violences sexuelles et recrutement des enfants dans les groupes armés. Les résultats rendus publics ce lundi. Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle de dernière minute. Au Congo-Brazzaville, l'actuel président de la République, Denis Sassou Nguesso, vient d'être investi candidat à la présidentielle du 20 mars prochain par le Parti congolais du travail. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Je vous le disais il y a un instant, violence sexuelle en République démocratique du Congo. Les statistiques concernant ce phénomène en République démocratique du Congo faisaient et continuent d'ailleurs à être l'objet de controverses au niveau tant national qu'international. Et pour couper court, une série d'enquêtes avait été menée à travers le pays par le bureau de représentation personnelle du chef de l'État en matière de violence sexuelle et recrutement des enfants dans les groupes armés. Et c'était donc à l'issue d'une conférence organisée ce lundi dans l'avant-midi au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement que ce rapport a été livré à la presse. Kinshasa a enregistré, je vous le rappelle, en 2014 et 2015 plus de cas de violences sexuelles, mais aussi on a noté une baisse de violence commise par les forces de l'ordre. Le paysage congolais en matière de violences sexuelles est désormais éclairé à travers les résultats de cette série d'émissions menées à travers la République démocratique du Congo. Une étude répartie en 3 étapes qui a permis de recenser plus de 6000 cas de viol dans la période allant de 2014 à 2015. Il s'agissait de procéder à la collecte des données sur les cas, des plaintes de viol enregistrées dans toutes les juridictions et faire aux autorités compétentes des recommandations pour résorber tous les cas pendants ou apporter des mesures correctives. Parce que l'autosatisfaction n'est pas de mise et parce que nous voulons nous insurger en permanence contre ce viol et encourager toutes les initiatives louables de notre magistrature nationale avec l'appui du ministère de la Justice et du ministère de la Défense. Avec plus de cas de viol enregistrés que les autres provinces concernées telles que le Nord et le Sud Kivu ainsi que le Katanga de Mombré, Kinshasa occupe la première place sans le classement. L'enquête révèle également une baisse d'environ 25% de cas de viols commis par les hommes en uniforme. Cette baisse sensible de criminalité en matière de violences sexuelles due aux hommes en uniforme procède de la rigueur de la justice et spécialement la justice militaire en matière de viol. À ce propos, on notera, le présent rapport souligne aussi les efforts fournis par les juridictions civiles, tout en leur recommandant de revenir aux peines plus dissuasives, ainsi que l'organisation des audiences foraines en vue de vider les arriérés judiciaires. Dans le souci d'apporter davantage la lumière sur ce sujet, les partenaires associés à cette démarche, notamment le ministère de la Défense, de la Justice, du Bureau des représentations personnelles du chef de l'État et autres, promettent de s'engager dans la multiplication de ce genre d'activités. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est ce lundi que s'est ouvert à la Cour opérationnelle militaire de la ville de Goma le procès des présumés auteurs de l'attaque de l'aéroport international de Goma. Je vous le rappelle, la nuit du 1er au 2 juin 2015, 27 sur 36 prévenus ont été devant la barre ce lundi dans un procès repoussé à une date ultérieure après l'identification ce lundi. L'identification donc nominale de tous les prévenus. 5 griefs sont portés contre ces hommes, tous membres de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo. Je vous propose ici de suivre tour à tour Onyashi Kolo, Jean-Pierre, premier président de la Cour opérationnelle, et Thomas Daquin, Mouti, président de la société civile. Ils sont au micro de Patrick Sialoura. Poursuivi pour la participation à un mouvement insurrectionnel, la détention d'armes de guerre, assassinat, tentative d'assassinat et terrorisme,
Les présumés auteurs de l'attaque de l'aéroport de Goma, la nuit du 1er au 2 juin 2015, étaient devant la barre ce lundi. Devant la barre en premier, Kambale Malonga, leur chef de file et patron de l'Union des Patriotes pour la libération du Congo, IPLC, a d'entrée de jeu tenté d'innocenter certains de ses complices, ce qui a suscité la réplique de la Cour. La procédure pénale a pour objectif ultime la découverte de la vérité. C'est au vu de la vérité de fait que la Cour pourra dire le droit. N'anticipons pas pour que vous puissiez déclarer ici que toutes les autres personnes sont innocentes. La société civile qui veut voir la vraie réalité éclater dans ces procès se félicite de son ouverture. On ne sollicitait que ça. Le fait de répondre favorablement que ces gens soient soumis devant leur juge naturel, c'est déjà un pas. Et nous, on considère effectivement que c'est avec retard. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous apprécions que mieux vaut tard que jamais. C'est ça ce que nous pouvons dire, puisque nous n'avons pas une police au niveau de la société civile. Et ce n'est pas seulement ce cas-là. Ce n'est pas le cas de Malonga, qui est le premier. Il y a les jeunes de la Lucha qui sont à Munzenze, qui ne sont jamais soumis devant leur juge naturel. C'est très grave. Sur les 36 prévenus, seuls 27 étaient devant la barre, 6 étant en cavale, 1 en liberté provisoire et 2 déjà décédés, dont l'honorable Njanju Kenda Kenda. Suspendu après l'identification de tous les prévenus, ce procès a été repoussé à une date ultérieure. Et puis cet exploit accompli par les éléments FARDC le week-end dernier dans le cadre de l'opération Sukola 1 contre les rebelles ougandais et ADF, 23 d'entre ces éléments rebelles ont été abattus dans le village de Maïmoya, en territoire de Béni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu, mais aussi quelques armes AK-47, une lance-roquette et un Coran ont été récupérés entre les mains des assaillants. Mac Azoukai est le porte-parole de l'opération Sukola 1. Il répond aux questions d'Eric Asmoussi. Maïmoya est calme depuis hier après l'attaque de nos positions par les terroristes de l'ADF hier aux environs de 17 heures. Oui, nous avons contenu l'attaque et nous avons également réussi à neutraliser 4 éléments de l'ADF, dont une femme. Nous avons aussi, après le combat, récupéré 4 armes du type AK-47, une arme RPG-7, un appareil de communication de marque Motorola et aussi un Coran sur l'ennemi. Mais pour nous, l'identité de l'ennemi n'a pas changé. Au contraire, ça reconforte notre position par rapport à ce que nous avons toujours dit, que nous avions affaire à des terroristes intégristes de l'ADF. Donc le fait de retrouver les armes et aussi et surtout un Coran prouve que effectivement ceux qui nous attaquent, ceux qui sèment la mort et la désolation dans les territoires des villes de Béni, ce sont des islamistes. Avec les images que nous avons, certains assaillants fauchés bien sûr ont été retrouvés avec les tenues militaires semblables au FARDC. On peut dire qu'il y a une infiltration déjà. Non, mais je ne saurais pas vous dire exactement comment l'ennemi s'est retrouvé avec ces tenues. Nous n'avons pas le monopole de la fabrication des tenues dans la région. Donc je ne saurais pas vous dire exactement où est-ce que l'ennemi a trouvé cela, si c'est avéré. Dans un tout autre registre, blocage des salaires des 171 médecins des services publics omis de la liste de paye pour le premier trimestre de l'année 2016. Les victimes étaient surprises le week-end dernier à l'annonce de la paye à la banque à Kinshasa, tout comme à l'intérieur du pays. Et jusqu'ici, le syndicat national des médecins récuse la thèse d'indisponibilité de ses membres qu'avance d'ailleurs l'administration et on appelle à l'immédiat à l'intervention du gouvernement central. Le SINAMED soutient que les 171 médecins omis ne sont pas fictifs. Ils sont en service de manière régulière et issus des différents services
programmes aux hôpitaux du secteur public de l'État donc. Le syndicat de médecins dénonce ainsi des manœuvres administratives de nature à nuire aux projets sociaux de ses membres disséminés à travers la République. Après vérification, il s'agit de 171 médecins de la ville-province de Kinshasa, élagués par la direction de la paix. Cette situation malheureuse a été aussi observée dans quelques provinces, notamment au Congo central, dans les anciennes provinces de Bandundu, du Katanga et le Nord Kivu. Dans le même lot, on note des médecins malades ou en convalescence, certains en formation pour spécialisation et les familles des décédés qui sont encore en droit de toucher la prime des risques de défunts pendant 6 mois. Le SINAMED en appelle à l'intervention du gouvernement central. Aussi, le syndicat national de médecins demande-t-il aux autorités compétentes, le ministère de la Santé publique, le ministère du Budget, de régulariser cette situation dans les plus brefs délais. Faute de quoi, le syndicat national de médecins prendra toutes ses responsabilités. Le SINAMED entreprend déjà d'autres démarches auprès de l'autorité compétente pour débloquer la situation et invite chaque médecin lésé à adresser particulièrement un recours au secrétaire général à la santé pour faire valoir la procédure administrative. Le Forum citoyen pour le dialogue continue avec sa campagne sur le dialogue initié par le chef de l'État congolais. Son initiateur, Germain Kambinga, a réuni les jeunes Kinois au stade Cardinal Malula pour une sensibilisation sur cette grande messe nationale qui serait une issue pour sortir la RDC de son image qu'elle présente actuellement. Le Forum citoyen pour le dialogue poursuit son bonhomme de chemin. L'initiateur de ce cadre d'échange a réuni le jeune Kinois pour une sensibilisation autour du dialogue. Pour Germain Kambinga, cette rencontre aura eu le mérite de rassembler l'intelligence congolaise pour l'aboutissement d'un processus électoral voulu apaisé et heureux. La vérité, c'est que le dialogue est une nécessité. Le processus électoral, si nous voulons qu'il soit apaisé, nous devons nous entendre, nous asseoir, nous, les leaders politiques, autour de la Commission électorale nationale indépendante, définir des solutions par rapport à la problématique du calendrier, à la problématique de l'enrôlement, ou plutôt du fichier électoral, enrôlement des nouveaux majeurs, à la problématique du financement, à la problématique de la sécurisation, mais aussi de l'accompagnement international. Cet élu de Kinshasa a voulu ainsi rapprocher le peuple congolais en général et sa base en particulier en vue des échanges enrichissants sur le contenu du dit forum. D'autres également qui ont été sensibilisés à soutenir le dialogue, ce sont les femmes réunies au sein de la dynamique des femmes de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC en sigle. Elles s'étaient réunies le week-end dernier au cours d'une matinée politique autour du thème « Femmes de l'ARC face aux enjeux de l'heure ». L'hôtel Vénus de la Gombe a servi de cadre d'échange. Reportage. Ces femmes, venues de tous les coins de la République, ont dit oui à l'importante invitation de la dynamique des femmes de l'ARC. Au menu, s'imprégner de la situation politique actuelle du pays et aussi comprendre les enjeux des élections. Élisée Mounembwe, coprésidente du parti, a fait savoir que le dialogue est la seule voie par laquelle on peut aboutir aux élections paisibles, d'où la participation active de la femme de l'ARC à la vie politique de son pays. Nous pensons que pour stabiliser ce pays, pour aller aux élections d'une manière apaisée, nous devons nous mettre ensemble et nous devons parler. Et c'est comme ça que nous allons prévenir toutes les perturbations et aller aux élections. Et c'est ça notre objectif aujourd'hui. Nous avons pensé sensibiliser les femmes à ces sujets-là parce que ce soit à Kinshasa, dans les provinces, tout ce qui a comme perturbation, les femmes et les enfants sont toujours les premières victimes et nous devons l'éviter. Mis à part des lois difficilement applicables et des déclarations d'intention, rien n'est encore palpable en ce qui concerne la représentativité des femmes
même pour ce qui est des postes nominatifs qui, eux, ne nécessitent pas des listes électorales, mais seule une volonté ferme d'assurer une représentation équitable de femmes dans les instances de prise de décision. Constat d'Élisée Mouniemboué. Cette matinée devrait être en principe faite en termes de conseils pratiques pour comprendre l'importance et l'incidence de vos valeurs pour votre épanouissement et adaptation aux changements permanents dans la politique. La femme de l'art doit pouvoir se démarquer, se prendre réellement en charge et participer activement à la vie politique nationale en élisant ou en se faisant élire aux différents postes de responsabilité politique. Il revient à la femme de prendre conscience de sa vision et de mener son combat jusqu'au bout, malgré les embûches. Sans commencer par nous souhaiter à nous tous Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Questions électorales. Le président de la CENI se trouve actuellement dans la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud-Kivu. Corneille Nangaa a échangé avec l'exécutif provincial ainsi que quelques notables de cette entité territoriale. Ce dernier a insisté sur l'impératif de l'appropriation du processus électoral par la population. Suivez. Dans la matinée de ce samedi 23 janvier 2016, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, s'est rendu chez les gouverneurs du Sud-Kivu, Marcelin Tichambo, pour le saluer et lui révéler les raisons de sa visite. À midi, juste, la salle de conférence de l'hôtel Panorama abritait le cadre de concertation entre la CENI et la crème politique de la province. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, accompagné par le questeur adjoint, Micheline Biebongengue, a décliné aux honorables députés, membres du comité de sécurité et les cadres de l'administration publique, le caractère impératif de soutien accordé aux opérations à venir liées au processus électoral. Les notables du Sud-Kivu ont pris l'option de s'investir pour impliquer la population à cette tâche exaltante. Parce que la population du Sud-Kivu, la majorité est vraiment intellectuelle. Ils vont comprendre et nous promettons au président de la CENI que nous allons expliciter, tel que la population, nous allons aller vers la base. Comme nous sommes en vacances parlementaires, nous allons expliquer chacun dans son milieu. Le processus électoral, une fois de plus, avec cette fois-ci le Parti libéral pour le développement PLD ainsi, qui propose au Parlement congolais l'ajournement des articles 115, 145 et 146 et similaires de la Constitution congolaise en vue d'arriver à la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Ce parti de l'opposition en appelle à la convocation par la CENI de la tripartite opposition, majorité et CENI pour se parler de vive voix de vrais problèmes de blocage du processus électoral. Suivez cet extrait. En vue de contribuer à la consolidation de la démocratie et la sauvegarde de la République, le Parti libéral pour le développement, PLD en sigle, propose. Je vous donne donc le contenu de la proposition dénommée « Sauvons la République » que propose le PLD. Au Parlement de la République démocratique du Congo, d'ajourner pour la 4e législature de la 3e République l'application de toutes les dispositions de la loi électorale qui conditionnent l'organisation des élections en 2016 à l'identification préalable de la population. C'est notamment le cas des articles 115, 145, 146 et similaires. Pour y arriver, le PLD appelle le Parlement à modifier et ou à compléter en toute priorité lors de la session parlementaire de mars 2016 la loi électorale en y insérant des dispositions d'ajournement de l'application des articles précités. Au gouvernement de la République de décaisser dès le mois de février 2016 la totalité des fonds alloués par le Parlement à la CENI pour l'organisation des élections, notamment présidentielles, législatives, provinciales, en cette année 2016 et des élections locales en 2017. À la Commission électorale nationale indépendante de convoquer vers mi-février la tripartite opposition-majorité CENI en vue de dégager de manière consensuelle les options fondamentales sur la suite du processus électoral
notamment le calendrier électoral, les types d'élections prioritaires et j'en passe. Les commissaires spéciaux adjoints de la Mongala, Janine Otto et Michael Sakombi, ont effectué une visite à la prison centrale 22 de Lissala et Anguinga. Il était question pour ces derniers de se rendre compte des conditions carcérales de ces détenus. Comment vivent les prisonniers? Quelles sont les conditions de détention? Ce sont les préoccupations du commissariat spécial de la Mongala. L'ingénieur Janine Otto et Michael Sakombi ont visité la prison centrale 22 de Lissala. Au nom de Marceline Mondiba, les commissaires spéciaux adjoints ont fait la ronde des locaux. Le constat est amer. Aucun symptôme d'une prison. Un bâtiment vieilli, délabré et les conditions de détention doivent être revues. Même si vous êtes condamné, vous avez droit à la vie et à un traitement humain. L'État veille sur vous. C'est l'adresse de l'ingénieur Janine Otto à ses prisonniers. Comme toute femme africaine, elle a apporté quelques biens de première nécessité à ses prisonniers. La prison militaire d'Anguinga a été ciblée par cette visite d'inspection. L'ingénieur Janine Otto et Michael Sakombi ont fait le déplacement de plus ou moins 25 km. Accueillis par le détachement militaire d'Anguinga, les deux commissaires spéciaux adjoints ont d'abord été briefés par le directeur de la prison. Ensuite, une visite guidée. Le bureau, les cellules de détention, la cuisine, le centre de santé ainsi que le pavillon des constructions ont été visités. Alors pourquoi cette visite d'inspection? On ne pouvait pas diriger sans se rendre compte de ce qui se passe réellement à travers notre province. C'est ainsi qu'ensemble avec mon collègue de l'Ecofidé ainsi que toute la délégation qui est derrière nous, on a décidé d'effectuer ces déplacements-là, d'abord au niveau de prison 22 et ensuite au niveau de prison d'Anguinga, pour se rendre compte de l'état des lieux du fonctionnement de ces deux prisons qui se trouvent dans notre juridiction. Faisant d'une pierre deux coups, certains prisonniers ont appris des métiers leur permettant ainsi de se prendre en charge. Ils ont présenté à l'ingénieur Janine Otto et à Michael Sakombi une pièce théâtrale de la circonstance. Ils ne sont pas venus main bredouille. Quelques sacs de riz, de haricots, huile végétale et de palme, du sel et autres biens en faveur de ces condamnés. Rwanda 2016, on en parle dans un instant. Je vous le disais, les léopards de la RDC sont tombés ce lundi dans l'après-midi face aux lions indomptables du Cameroun sur la marque de 3 buts à 1. Qu'à cela ne tienne, la formation congolaise est qualifiée. Jean-Louis Canida, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve Mbouy. Alors, on peut appeler quand même cette qualification, ce dernier match de ce groupe, d'une qualification quand même assez douloureuse pour la RDC. Oui, douloureuse parce que la phase de poule se termine très mal pour les Léopards qui avaient très bien entamé avec 2 victoires d'affilée, mais l'important était déjà fait pendant les 2 premiers matchs. Alors comment justifier ce choix de cette équipe mise sur terrain aujourd'hui par Florent Ibenge? Il a voulu préserver les siens, de faire jouer une autre équipe, du moins ce qui n'avait pas joué jusqu'ici. Oui, donc il a mis 7 de ses cadres sur le banc. Et a fait jouer d'autres éléments parce que dans la philosophie d'Ibenge, nous le savons, il n'y a pas de doublure. Au fait, tout le monde mérite son poste dans la sélection nationale, mais il a quand même tenté ceux qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer lors des 2 premiers matchs. Alors, prochaine rencontre, RDC-Rwanda. Comment est-ce que vous, personnellement, vous voyez cette affiche? C'est une grosse affiche, RDC-Rwanda. Mais pas la première d'ailleurs. Hein. Oui, dans l'histoire, si on évolue, lors de la CAN 2004 en Tunisie, les 2 clubs s'étaient rencontrés dans le même groupe. C'était ce qu'on avait appelé la finale des Grands Lacs. Et là, le Rwanda s'était imposé en Tunisie sur le score de 2 buts à 1 et les Léopards étaient éliminés au premier tour. La dernière confrontation date de 2016, c'était juste avant le début de la compétition. Les Amavubi du Rwanda ont battu les Léopards de la RDC sur le score de 1 but à 0, mais ce n'était qu'un match amical. Et donc c'est déjà ce samedi. Oui. Merci à vous Jean-Luc Canida. Merci Steve Mbouy. Ils sont 9 sur les 15 jeunes finalistes qui ont donc été sélectionnés pour recevoir le diplôme de mérite pour leur distinction après plusieurs épreuves passées tout au long du déroulement du concours dénommé Battles of Mind qui était lancé, je vous le rappelle, par la British American of Tobacco. Dévoués et passionnés, ces jeunes ont fait montre de leur bravoure lors du concours dénommé Battle of Minds.
Concours lancé en faveur des finalistes et d'universités et instituts supérieurs de Kinshasa pour l'obtention d'un emploi. Par cette compétition, British American of Tobacco a décelé des capacités capables d'intégrer son staff. Cette action permet à BAT d'offrir aux futurs cadres de la RDC une opportunité de formation pour leur épanouissement professionnel. Nous avons voulu tabler aujourd'hui, car il y a beaucoup d'universités qui se trouvent ici, et comme je dis, c'est une première édition, mais très certainement, pourquoi pas à l'avenir, étendre vers d'autres provinces et aussi tabler sur d'autres universités pour que toutes les chances égaux soient données à toutes les universités et les étudiants qui aimeraient y participer. Cette initiative est fort saluée par la ministre provinciale de Kinshasa qui, par cette même occasion, invite d'autres partenaires à emboîter les pas afin de faciliter la création d'emplois pour la jeunesse congolaise. Nous devons nous battre que notre jeunesse soit bien formée, que notre jeunesse soit motivée, que cette jeunesse puisse réellement jouer un beau rôle quand on lui offre de belles opportunités. Et ça, c'est une belle opportunité. Et nous voulons et nous devons multiplier ce genre d'initiatives. Satisfaits pour leur distinction, les lauréats comptent apporter une valeur ajoutée pour une croissance accrue de la BAT. Il fallait mériter la place, alors si on doit baisser les bras parce qu'on est dedans, on va leur faire regretter le fait de nous avoir choisis. On était quand même plus de 500. Le fait d'arriver là, il faudra leur prouver qu'on peut arriver jusqu'au sommet parce qu'on ne vise pas rester au niveau de stagiaire, on vise arriver au niveau le plus élevé de BAT et pour y arriver, il faut travailler jour après jour, leur prouver qu'on est capable de ce qu'ils ont vu en nous, d'accomplir ce qu'ils ont vu en nous. Une première édition qui appelle une autre, la BAT entend continuer dans cet élan afin de réduire sensiblement le chômage ennuyé de la jeunesse congolaise. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi.